Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien dans le face-à-face du mardi 21 février avec Frédéric Masquelier, maire Les Républicains de Saint-Raphaël, pour son livre « La dictature bureaucratique » ou la bureaucrature, pardon. Bonjour Frédéric Masquelier. Bonjour. Bonjour Monsieur le maire, écoutez, votre livre nous a fait plaisir, m'a fait plaisir. Je dois dire que tout ce qui va à l'encontre de, effectivement, la dictature bureaucratique, ou ce que vous appelez la bureaucrature, oui, on a beaucoup parlé de démocrature, assez souvent, et avec une préface de David Lisnard, votre livre. Mais votre livre, moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est que vous mettez du doigt, et vous êtes un homme de terrain, d'ailleurs, vous êtes avocat, je rappelle, de métier. Vous racontez très bien cela et vous pointez du doigt ce que j'appellerais une société à irresponsabilité illimitée. Est-ce que ce n'est pas ça un peu aussi la bureaucratie? Une société à irresponsabilité illimitée, Frédéric Masquelier? Oui, tout à fait. La bureaucratie, c'est un pouvoir. Et c'est vrai qu'en démocratie, le pouvoir, normalement, doit appartenir au peuple et à ses représentants. Et lorsque j'ai réfléchi à cet ouvrage, c'était parce que je me posais la question de savoir comment un agent de bureau d'une préfecture ou d'une sous-préfecture pouvait finalement avoir plus de pouvoir qu'un maire ou même un président de département ou un président de région sans avoir la responsabilité, puisque les élus sont responsables, puisque nous pouvons ne plus être réélus, notamment si nous avons fauté ou si nos concitoyens ne souhaitent plus nous faire confiance. Et c'est un peu ce système qui tourne à l'envers, où on s'aperçoit que des personnes qui ont un statut, une immunité, puisque une des particularités de la bureaucratie, c'est d'être effectivement irresponsable. Et vous avez non seulement l'emploi à vie qui participe, mais vous avez aussi toute une série de lâcheté, de manque de courage, qui font que ceux qui ont des responsabilités, les chefs, on peut les appeler comme ça, ne les assument pas, avec une tendance à tout mettre sous le tapis, à ne pas parler de ce qui peut fâcher, à ne pas chercher à déplaire, avec finalement le seul responsable, ça reste le citoyen ou le contribuable ou l'usager. Oui, mais Frédéric, services auxquels ils peuvent attendre. Exact, Frédéric Masquelier. Mais le paradoxe est absolument savoureux, si l'on peut dire, parce que d'un côté, on pourrait dire que les maires et les élus pourraient aussi se dire, et c'est humain, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est humain, en disant, attendez, moi, si je veux être élu, faut que je fasse attention à mes constituants, que je fasse la part belle à celui-ci, à telle communauté, à tel pouvoir, à tel groupe de pression, etc. Alors que ces bureaucrates dont vous parlez, qui justement emploient à vie, ce devrait être eux qui devraient résister notamment aux pressions, puisque leur risque de se faire débarquer est beaucoup moindre que le risque des élus. C'est un sacré paradoxe, ça. C'est un d'autant plus grand paradoxe qu'à l'origine, le système avait été justement conçu pour contrôler les élus. Voilà. Considérant qu'au XIXe siècle, il s'agit d'une grande instabilité gouvernementale, on considérait que les élus étaient des incapables, ils étaient corrompus et qu'il fallait absolument pouvoir contrôler ces gens-là. Et pour les contrôler, il fallait mettre des fonctionnaires, c'est-à-dire des gens compétents qui avaient réussi des concours et qui avaient comme contrepartie de pouvoir faire carrière. Et c'est justement sur ce point-là que le paradoxe peut peut-être trouver tout son sens, c'est qu'à travers la notion de faire carrière, ils ont le même défaut qu'on peut reprocher aux élus, c'est-à-dire de vouloir rester en place quoi qu'il arrive. Et donc on retrouve à travers ce système bureaucratique tous les petits travers, toutes les petites lâchetés, comme je pouvais l'évoquer, qui fait que les fonctionnaires ont acquis un grand nombre des défauts qu'on pouvait reprocher aux élus à l'origine. Oui, et c'est ça qui est tout à fait... Et d'ailleurs, vous en parlez très bien dans votre livre. On va prendre des exemples parce que justement, vous êtes un homme de terrain. Mais vous citez, par exemple, ces décisions assez hallucinantes. Vous parlez, par exemple, vous savez, le masque à la campagne ou au bord de la mer, par exemple. Mais et puis d'autres décisions. Mais en fait, qu'est-ce qui encourage, qu'est-ce qui
fait que cette culture de je dirais, c'est nous qui décidons, c'est nous qui choisissons. Est-ce que on se dit, les élus passent et nous, bureaucrates, nous restons. Donc, effectivement, les élus peuvent parler un peu. Bon, allez, on va les supporter pendant quelques années, les maires ou autres. Et puis après, ils ne seront plus là. Donc, on va continuer à vaquer à nos occupations ou à nos désoccupations. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une culture de l'inertie agissante? Je pense que oui. D'ailleurs, lorsque j'ai fait ce livre, mon éditeur m'a dit vous êtes sûr, et notamment dans le choix du titre, que vous allez mettre ça, parce que je vous rappelle que vous êtes maire en exercice et président d'une agglomération. Donc, ce n'est pas après les fonctions que je fais ce constat, c'est ce que je vis tous les jours. En se disant, tiens, vous risquez d'avoir des mesures de rétorsion qui risquent de vous arriver. Et en plaisantant, je dis, ça veut dire que le titre sera d'autant plus justifié. Mais on constate qu'effectivement, il y a une espèce de propension à vouloir absolument contrôler les élus, parce que la bureaucratie est un pouvoir, il faut le rappeler. Et donc, comme tout mécanisme de pouvoir, vous avez cette volonté de pouvoir rester, et puis également de ne pas prendre de risques. Et c'est pour ça que dans la culture bureaucratique, vous avez l'excès de précaution qui devient l'immobilisme, où on risque moins à ne pas faire qu'à faire. Et donc, le non devient le principe, alors que ça devrait être le oui. Donc, vous avez également le maintien des situations acquises, de plus en plus de règles qui étouffent pour protéger, pour surveiller, pour contrôler. Vous avez un système qui est aujourd'hui totalement sclérosé. On va en parler après cette petite pause. Frédéric Masquelier, c'est très intéressant, c'est même passionnant. Il faut savoir que c'est un des pouvoirs du mal français, un des facteurs du mal français. On en a d'autres, mais celui-là, la bureaucrature, on en parle tout de suite après cette petite pause. Et vous êtes témoin, vous vivez la dictature bureaucratique, vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Frédéric Masquelier. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berckhoff dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, le maire de Saint-Raphaël, lui aussi, est à juste titre dans tous ses états. Frédéric Masquelier, la dictature bureaucratique ou la bureaucrature, aux éditions Hermann. Un livre, je dirais, roboratif. Mais je voudrais, monsieur le maire, que vous nous donniez quelques exemples que vous avez vécu ou auxquels vous avez assisté ou que vous avez entendu je ne dirais pas d'absurdité, mais d'excès ou de dérive bureaucratique. Vous êtes le domaine de l'écologie et de l'environnement, qui est un domaine de prédilection où pour pouvoir faire des travaux d'intérêt général, et je prends souvent celui de la lutte contre les inondations, donc pour empêcher que des personnes subissent la destruction de leurs biens ou encore des atteintes à leur vie, on se constate qu'il faut des années de dossiers et de procédures, puisque l'administration prend effectivement son temps, avec des préconisations qui sont détachées de la réalité. On est tous très attachés à la biodiversité, à la vie de lézards ou encore d'autres reptiles ou insectes. Oui. Mais il y a à un moment donné une hiérarchie aussi à faire dans les priorités. Et l'administration, comme elle est extrêmement cloisonnée, comme les bureaux fonctionnent qu'à travers leur logique, et finalement, vous n'avez pas d'arbitre au-dessus parce que personne ne prend les décisions et tout se vaut. C'est un autre trait de la bureaucratie. Mais on constate qu'il suffit du refus d'un seul bureau pour pouvoir empêcher un dossier d'avancer ou de se concrétiser. Vous avez également le domaine de la justice, puisque je suis avocat, qui est tout le monde. Il vaut mieux une mauvaise transaction qu'un bon procès. C'est un adage, mais qui a sa réalité, puisque là aussi, ça prend des années. Vous constatez qu'il y a toute une série de pratiques judiciaires dont on ne parle jamais, mais comme la possibilité de renvoyer votre dossier s'inédier. Vous avez les plus hautes juridictions, comme le Conseil d'État ou la Cour de cassation, qui peuvent jeter les dossiers à la poubelle, puisque ça s'appelle une procédure de tri. Sans aucune motivation, on va pouvoir déclarer non admis votre pourvoi. Vous parlez avec les policiers qui, tous les jours, meurent sous la bureaucratie. S'ils ne sont pas dans la rue, c'est parce que lors d'une simple garde à vue, vous avez 8 procès-verbaux différents. Il faut faire venir à plusieurs reprises le même médecin pour demander la même chose. Et même lorsque vous avez le langage qui est maîtrisé par le policier, il faut faire venir des interprètes. Et en tant que président d'un hôpital, alors là, je pense qu'on a atteint des sommets dans ce domaine-là, où vous avez les normes, vous avez un ensemble d'intervenants que personne ne connaît, mais qui a tout chacun a son mot à dire.
avec personne qui est responsable et des comportements effectivement qui font que le patient est très très éloigné. Il est même parfois rare qu'on évoque le sort du patient lorsque vous en discutez au sein d'un conseil de surveillance. C'est clair, et le patient meurt guéri, comme on disait chez Molière. Ce qui est étonnant dans ce que vous racontez dans votre livre, Frédéric Masquelier, vous le racontez et on a l'impression que cette espèce d'état, je dirais, gazeux, moi ce qui m'a absolument frappé, je pense que je ne suis pas le seul, c'est que, eh bien écoutez, il y a l'administration, et ce qu'un certain gouvernement n'a pas trouvé de mieux, c'est de le doubler, c'est-à-dire que comme ça ne marche pas, on prend par exemple McKinsey et les autres cabinets de conseil. Est-ce que c'est une mesure à votre avis dont l'efficacité est prouvée? En tout cas, ça s'explique. C'est effectivement, je pouvais avoir la même appréhension que vous. Pourquoi, alors qu'on a déjà tout ça sous la main, on doit recourir à des tiers extérieurs? Oui. C'est tout simplement parce que le gouvernement n'a pas confiance dans sa propre administration. Et pourquoi? N'ayant pas confiance dans sa propre administration, on va recourir à des tiers. Et des tiers qui sont également producteurs et qui concourent à la production des normes et à la surveillance de ces normes, parce que ces mêmes grands cabinets d'audit sont souvent les certificateurs. Oui, certificateurs exact. auprès d'organismes internationaux ou auprès de banquiers. Et donc, les bonnes notes que l'on peut avoir nous permettent d'avoir des emprunts à des taux qui sont aussi beaucoup plus intéressants. Donc, on s'aperçoit que tout ce système à l'extérieur s'est développé parce que le gouvernement, qui pourtant a tout fait ces dernières années afin de pouvoir encore donner davantage de pouvoir à cette administration avec une hyper-centralisation, est amené effectivement à recourir à des tiers de confiance pour mettre en place les politiques publiques. Donc, on paye deux fois ici encore dans ce domaine. Oui, c'est ça, c'est encore le contribuable qui est... Mais dites-moi alors, pour parler un peu trivialement, donc le gouvernement ne peut pas virer des administrateurs défaillants. C'est pas possible. Aucun gouvernement, je ne parle pas de celui-là spécialement, qu'il soit de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs. Un gouvernement ne peut pas virer une partie de ses administrateurs. On limoge ou on déplace, vous pouvez, mais comme il y en a tellement à tellement d'endroits, et le problème de la bureaucratie, c'est que tout le monde se tient. Et donc, quand tout le monde se tient, lorsque vous déplacez quelqu'un, il faut évidemment faire extrêmement attention par rapport au fait que vous pouvez ouvrir une boîte de Pandore qui fait que l'effet du déplacement peut parfois être plus douloureux que le soin que vous comptiez y apporter. Moi, je cite cet exemple. J'ai participé pendant près de 10 mois au Beauvau de la sécurité. Vous aviez le préfet de police de Paris qui était présent, l'ancien, à côté du ministre de l'Intérieur. Il ne semblait pas y avoir une entente cordiale entre les deux, mais néanmoins, il était présent. Il n'a pas participé au débat, et puis je m'en étonné. Il y avait un député de la majorité qui était présent, et je ne comprenais pas vraiment cet attelage qui ne fonctionnait pas. Et il me rappelle en me disant, mais qui nomme le préfet de police de Paris? Je lui dis, le président de la République. Il me fait, voilà, tu as tout compris. C'est-à-dire que vous avez également des gens qui sont en place, pas forcément pour servir celui qui en a besoin, le ministre, mais pour contrôler le ministre de l'Intérieur, afin de pouvoir rendre compte directement au président de la République ou à l'Élysée. Et donc, on est dans un système où tout le monde se tient, finalement, et donc celui qui peut paraître inutile pour l'un, voire néfaste pour l'autre, peut être très avantageux pour un tiers. Et donc, il est évident que pour faire évoluer ce système, il faudra beaucoup de courage, et je pense qu'il faut changer les règles, parce que si on ne change pas les règles, évidemment, on aboutira au maintien de tout cela avec beaucoup d'hypocrisie. Mais alors, monsieur le maire, non mais je veux dire, ça, vous parlez de bon sens, mais pour changer, alors qui va changer les règles sinon le politique? Est-ce que le politique, et vraiment on peut se poser la question, encore une fois, toute tendance confondue, le problème n'est pas là, est-ce qu'il a la colonne vertébrale, le courage ou la possibilité ou l'audace de changer les règles? Parce que si lui ne change pas les règles, qui va les changer? Vous avez certaines règles qui sont assez faciles à changer. La question de l'emploi à vie, c'est un statut qui est à modifier, donc ça permettrait aussi de changer un certain nombre de comportements dans un grand nombre de domaines de la fonction publique. On peut conserver l'emploi à vie dans l'armée ou dans la police ou encore dans la magistrature ou dans d'autres secteurs. Il ne s'agit pas de l'enlever partout. Il y a également une véritable discussion à l'égard du pouvoir judiciaire, et on pourra en parler dans la mesure où vous constatez qu'aujourd'hui on a véritablement un troisième pouvoir
lui-même producteur de normes et lui-même irresponsable. Ouais. Et jusqu'où il faut aller dans la mesure où vous avez le pouvoir judiciaire qui détricote ce que fait le législateur. Il suffit de voir la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Puis, je crois que c'est François Mitterrand qui dit que l'État s'était construit par le haut, mais qui peut se déconstruire également par ce même haut et que c'est le bas aujourd'hui qui peut le reconstruire. Je pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir une décentralisation massive. Pourquoi ? Pour rapprocher les décisions de ceux qui sont au plus proches des citoyens, La proximité. de ceux qui sont responsables. Ouais. Et donc, vous avez une décentralisation très importante, une réforme du statut et également éviter que tout échappe aussi à des échelons supranationaux où vous avez pour le coup une bureaucratie européenne ou encore d'autres organismes qui est encore beaucoup plus surdéveloppée que la nôtre. Oui, mais justement, ce que vous dites, c'est peut-être pas un travail d'Hercule, monsieur le maire. Enfin, c'est un travail énorme. Regardez, par exemple, mais vraiment pour être très, très concret, qui va proposer, par exemple, et je suis d'accord avec vous, il ne s'agit pas de supprimer l'emploi à vie pour un certain nombre de catégories de travail ou de métiers. Mais enfin, déjà ça... Est-ce que ça a une chance telle que ça existe, ou alors il faut passer par le référendum? Et attention, on ne parle plus de référendum, hein. Depuis 2005. Attends, va des rétros, Satanas. Qui va proposer ça et comment? Mais c'est la question du courage politique. On a pris des décisions beaucoup plus impactantes dans l'histoire. Si on regarde les décisions prises en 1958. Oui, 58. Oui, mais vous avez un changement de constitution, vous avez la réforme de la politique monétaire avec le nouveau franc. Enfin, je ne vais pas égrener tout ce qui a pu être fait. Non, mais nous sommes d'accord. Vous prenez 80 avec François Mitterrand. Bon, je conteste l'effet d'un certain nombre de décisions qui ont pu être prises, mais vous avez des décisions impactantes qui ont été votées à ce moment-là. Donc, il faut déjà des hommes politiques qui ont un véritable programme. Et si on regarde les dernières présidentielles, on peut constater qu'on discute simplement des marges avec des débats qui sont bien en deçà des enjeux futurs d'ailleurs, qui ne sont jamais évoqués. Et comme ils ne sont jamais évoqués, ils sont confiés à la bureaucratie. On n'a jamais eu un débat sur l'écologie, on n'a jamais eu un débat sur la question des libertés avec le numérique. Enfin, un grand débat. Ce sont des questions souvent accessoires par rapport à d'autres... On fait des conseils citoyens, mais c'est autre chose. Enfin, bon. Tout à fait, on n'écoute pas les gens. Ouais. Donc, et la question de la décentralisation, il faut arrêter avec cette hyper-centralisation qu'on retrouve à travers le vote de la loi, qui de manière permanente ne font que renforcer la bureaucratie étatique. Et il faut prendre garde notamment avec le numérique et j'attire l'attention, c'est pour ça que le terme de dictature me semble tout à fait justifié, c'est que le numérique c'est justement l'hypercentralisation. Bien sûr. Puisque les données sont concentrées au niveau central. Et donc là on va se retrouver avec une bureaucratie de plus en plus efficace. On l'a vu pendant toute la période Covid où on arrive quand même à contrôler les déplacements et les activités des citoyens avec des applications numériques. Et ce qu'on nous promet demain, notamment dans le cadre de la transition écologique, fait froid dans le dos avec le fameux QR code qui permettrait de mesurer la consommation de chacun et de pénaliser en conséquence. La disparition du cash et tout ça. Monsieur le maire, on prend juste encore une dernière petite pause et ensuite on va parler avec les auditeurs et avec vous-même effectivement de comment eux ils le ressentent au quotidien aussi, cette bureaucrature. Oui, vous êtes témoin, vous vivez la bureaucrature, la bureaucratie. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Frédéric Mascollier, maire de Saint-Raphaël, pour son livre La dictature bureaucratique ou la bureaucrature aux éditions Hermann. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et la dictature bureaucratique, et notre dictature, notre chère bureaucrature, effectivement. La paperasse, les papiers, bien sûr qu'il en faut, bien sûr qu'il faut, et plus que jamais une administration. Mais pour qui, au service de qui et comment? On en parle avec quelqu'un qui a écrit un livre très roboratif et très intéressant, je vous le recommande, sur ce problème, sur cet état de fait. Frédéric Mascollier, maire de Saint-Raphaël et avocat, la dictature bureaucratique aux éditions Hermann.
Mais Frédéric Marchelier, quand même, le politique, qu'est-ce que fois il ne serait pas plus bureaucrate, mais pour d'autres raisons que les bureaucrates? Je voudrais juste citer un extrait de l'entretien que vous avez accordé à Valeurs Actuelles en novembre dernier, et vous dites ceci sur les différents politiques. Mais je vous cite, on peut avoir des différents politiques, c'est même le fonctionnement normal de la démocratie, mais on se doit d'être respectueux des citoyens, donc de veiller à l'équité entre les territoires, sans utiliser les subventions comme un moyen de pression. Ici, Renaud Muselier recherche des vassaux. Si vous obéissez, vous êtes servi. La commune de Lalonde-les-Morts, dont le maire François de Canson est un proche du président de la région, représente 1% de la population varoise, mais attire 8,5% des aides du conseil régional. Je n'ai pas été élu pour être affidé de la région, mais pour demander ce que nous sommes en droit de réclamer. Et d'ailleurs, vous le dites toujours, et franchement, je vous en félicite. Vous dites, bon, bah écoutez, si demain les électeurs ne sont pas contents de moi, ils me le diront, et puis voilà. Je voudrais savoir, en fait, est-ce qu'il n'y a pas, hélas, concurrence quelquefois entre certains, ne généralisons jamais, certains politiques pour se servir justement de l'administration pour telle ou telle manœuvre ou lutte de pouvoir? Évidemment, on est créateur, mais on revient au 19e siècle d'ailleurs, avec l'exemple que j'évoquais, c'est-à-dire que c'est le comportement des élus qui a créé plus de bureaucratie. Dans l'exemple pris sur mon cher ami Renaud Muselier, c'est effectivement, on se retrouve que quand on n'accepte pas d'être dans un système féodal, et c'est d'ailleurs la faiblesse des partis politiques qui sont devenus eux-mêmes des bureaucraties, c'est-à-dire que on vous demande le plus souvent d'obéir, d'être servile, et vous apercevez que vous faites carrière ou vous avancez en fonction de votre capacité à cirer les pompes. Donc à partir du moment où j'ai effectivement refusé, avec quelques-uns, vous avez David Isnard et d'autres qui n'acceptent pas ce système, qui demandent simplement d'avoir de l'équité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un tiers arbitre qui peut se mettre au milieu, qui est l'administration, et voyant cette situation, on est amené à toujours plus contraindre, à enlever des pouvoirs d'appréciation pour mettre encore des règles plus précises, et c'est évidemment le piège dans lequel on tombe. Et je le reconnais bien volontiers, de se retrouver dans un carcan et prisonnier de nouvelles règles, du fait de pratiques qui ne sont plus du tout acceptables au XXIe siècle. On ne fait pas de la politique pour plaire, mais pour faire. Oui, ça me paraît effectivement une vérité d'évidence, et malheureusement cette vérité d'évidence échappe à un certain nombre. Mais je voudrais savoir, votre expérience de maire, et c'est très important, une ville, Saint-Raphaël n'est pas un village, Saint-Raphaël est une grande ville, et en tout cas, si vous voulez, dans votre exercice, dans vous occuper de tout ce qui se passe au niveau de votre ville, que ce soit les équipements, la sécurité, la santé, et puis tout le reste, au fond, comment vous sentez, est-ce que vous vous heurtez à la bureaucratie? Est-ce que la bureaucratie, c'est-à-dire que quand vous commencez à lancer quelque chose, à essayer de faire aboutir un projet, est-ce que, sans être systématique, vous devez passer par un certain nombre, je dirais, de courses d'obstacles que met la bureaucrature face à vous? Alors, il y a évidemment toutes les courses d'obstacles avec les administrations d'État, c'est tout ce que j'ai décrit précédemment, et j'y reviendrai pas. Et puis, il y a la question où, effectivement, je me suis posé la question, notamment en écrivant ce livre, en disant, c'est très bien de décrire une situation, il ne faudrait pas que tu sois toi-même producteur de bureaucratie. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'une mairie? À l'échelle d'une mairie, on peut s'apercevoir, moi je constatais quand je suis devenu maire, qu'on avait par exemple des services qui étaient extrêmement cloisonnés. Vous avez des gens qui parfois étaient à l'école ensemble, mais qui étaient simplement séparés par un couloir parce qu'ils appartenaient à deux services différents et qui n'échangeaient pas des informations. Donc il faut déjà partager l'information, il n'y a pas de culte du secret, tout est transparent. Donc ça, je l'indique de manière fréquente, toutes les informations sont à disposition, etc. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est important. Et puis, essayer de responsabiliser les dirigeants et les cadres dirigeants de la ville de Saint-Raphaël ne sont nommés que pour une durée d'1 an. Auparavant, il était pour 5 ans, donc ils avaient évidemment toute la tranquillité et le mandat. Ils ne sont nommés que tout le personnel n'est nommé que pour 1 an.
Les 4 dirigeants. Les 4 dirigeants, oui, bien sûr. Les 5 têtes de la ville de Saint-Raphaël d'un point de vue administratif, chaque année, ils doivent rendre compte, mais rendre compte par le bas aussi, puisqu'il est important de voir vis-à-vis des agences, est-ce qu'il y a un bon chef ou pas, c'est une question qui est très simple à poser. Bien sûr. Puis, ils sont évalués en fonction de principes également qui me semblent sains, c'est que le oui doit être le principe et le non doit être l'exception. Et lorsqu'il y a un non, il doit être motivé. Autour d'une table, lorsque vous avez des gens qui, dans un premier temps, sont là uniquement pour trouver des difficultés, exposer leur savoir pour ne pas faire, on constate que si vous leur posez ça comme principe, qu'ils vont être évalués et qu'ils vont également avoir leur rémunération qui va être calée sur leur évaluation à travers les primes, on constate que ça introduit un peu plus de responsabilité, on est un peu plus innovant et on essaye de faire avancer les dossiers. Alors c'est un travail de très longue haleine, mais il ne faut pas lâcher. Et disons que si j'y trouve aussi un intérêt parmi d'autres à cette fonction, qui est un engagement important comme celui de mes collègues maires, je pense qu'on se réalise aussi par rapport à la capacité à mener des projets. Donc, bien sûr. Et en tout cas, très intéressant, transparence à tous les étages. Enfin, c'est ce que vous essayez de faire et de promouvoir. Et puis, contrat à durée déterminée ou très déterminé pour un certain nombre de cas de dirigeants. C'est très, très, très important. On va continuer à en parler. Lucien, est-ce que nous avons des auditeurs? Nous avons des auditeurs. Nous avons Brigitte de Seine-et-Marne. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour André Berkoff, bonjour à votre invité. Voilà, moi je voulais juste vous informer de quelque chose de kafkaïen aussi avec l'administration. Oui. Je suis adulte handicapé, donc je mets une carte d'adulte handicapé sur la voiture, une carte de stationnement. Oui. Et normalement, quand cette carte est sur le véhicule, vous ne devez pas avoir d'amende, c'est pas payant, vous ne devez pas aller prendre de tickets à l'horodateur. Oui. Il se trouve que maintenant les voitures qui passent sont des voitures avec des scanners qui mettent en relation les tickets de stationnement qui ont été pris avec les plaques d'immatriculation. Ça, c'est dans les grandes villes. D'accord. Ce qui fait que régulièrement, on prend des amendes parce qu'en fait, ils se déplacent plus à pied, ils font pas le lien. Ils scannent, Voilà. Et donc, du coup, on prend des amendes qu'il faut évidemment payer parce que si vous les payez pas pour les contester, le problème, c'est que c'est la machine qui s'emballe. Et donc, on se retrouve, la plupart des handicapés de France, je tiens à le dire, avec un nombre d'amendes colossales et on peut rien faire parce qu'on écrit. Ouais. Alors à chaque fois recommandé, s'il vous plaît, sinon c'est pas drôle. Donc un peu plus de 5 € le recommandé. On écrit, on n'a pas de réponse parce que l'administration prend pas la peine de répondre. Et ça c'est vraiment une tannée et on peut rien faire. L'administration vous broie. Après on vient vous prendre l'argent sur le compte bancaire, même si vous avez si vous avez contesté. Et c'est 375 €. En plus, oui, je ne sais pas si c'est le cas dans Saint-Raphaël du point de vue du scan, Frédéric Masquelier, mais qu'est-ce que vous ressentez quand cette personne, quand vous entendez notre auditrice? Je ne dirais pas que ça n'est jamais arrivé à Saint-Raphaël, je n'aurais pas cette prétention, mais c'est l'impuissance qu'on a face à un système où on n'a plus d'interlocuteurs humains. Et il faut conserver l'humanité, il faut avoir des gens auprès des guichets aussi qui puissent répondre, qui puissent individualiser aussi pour ne pas avoir toujours la lettre type, on vous répondra en temps voulu, auquel on ne répond pas. Je crois que c'est ça. Et puis, vous avez également tellement de strates aussi dans les administrations, c'est jamais à qui s'adresser. Et je crois que ce que dit cette dame, c'est une logique de système qui a largement pris le pas sur l'humain. Donc, il faut réhumaniser à tous les étages. Ah oui, c'est exactement ça, on n'a pas d'interlocuteur du tout. Ouais. Merci. Même les associations n'ont pas d'interlocuteur là-dessus, donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut se réunir. Merci madame. Lucien. On va tourner une rapide page de pub et on va continuer de vous recevoir, chers auditeurs, au 0826 300 300. Vous pouvez interpeller Frédéric Masquelier pour son livre La dictature bureaucratique ou la bureaucrature aux éditions Hermann. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
13h43 sur Sud Radio, vous êtes dans le face-à-face avec Frédéric Masquelier pour son livre La dictature bureaucratique ou la bureaucrature. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer au débat. Et on accueille Stéphane du Lot-et-Garonne. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour André, bonjour à votre invité. Je voulais donner un exemple concernant ma situation personnelle, mais avant tout, je voulais répondre à l'auditrice précédente. Ça me choque ce qui se passe pour les handicapés, ce qu'elle a décrit. Il me semble qu'elle est victime d'un abus, d'un traitement automatisé. Et c'est sanctionné par la loi informatique et liberté, donc peut-être qu'elle pourrait attaquer sous cet angle-là. Bah écoutez, je pense qu'elle nous écoute et qu'elle vous écoute. Oui, voilà. Alors dites-moi votre cas, alors à vous, Stéphane. Moi, je suis consultant indépendant. J'ai donc une société unipersonnelle. Je suis seul actionnaire. Je suis un one-man band, comme on dit. Et donc, j'ai eu, au moment du Covid, juste avant le début de la crise Covid et du confinement, un avis de contrôle de l'URSSAF. Ce contrôle a été annulé parce que tout le monde était passé en télétravail, il ne pouvait plus le faire, et j'ai été donc recontrôlé récemment. Et en fait, ce qui me choque, c'est que le courrier qui vous informe du contrôle, c'est que on vous dit, c'est pour garantir une saine, enfin, j'ai pas les termes exacts, mais une saine concurrence entre les acteurs économiques. C'est-à-dire que moi, en tant que consultant, je ferais peut-être éventuellement de la concurrence déloyale à McKinsey, par exemple. Vous voyez, donc, et derrière, on vous redresse sur quelque chose qui n'a rien à voir avec une problématique de concurrence. Voilà. Oui, Frédéric Masquelier, effectivement, là, ça fait encore partie du tsunami bureaucratique. Ça, voilà, on crée des lois, des contre-lois, des décrets, des contre-décrets, des règlements, des contre-règlements, et puis un certain nombre de gens, ils sont des millions à se retrouver gros gens comme devant. Oui, puis chaque fois que vous avez une norme, vous avez des contrôles et vous avez des sanctions, et puis vous avez des contrôleurs que l'on paye, donc ça alourdit évidemment le poids du fonctionnement de l'État, et puis ça décourage évidemment, à commencer par les forces vives, celles qui sont les principales responsables, celles qui font vivre le pays, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est des entreprises qui créent de la richesse en France, et c'est un système qui est extrêmement décourageant. Les médecins vous le disent aussi, quand ils passent 1h30, 2 heures par jour à devoir remplir des papiers en devenant eux-mêmes des agents de la sécurité sociale. Effectivement, monsieur est auto-entrepreneur, donc c'est un dispositif un peu plus simplifié, mais néanmoins vous avez un certain nombre de contrôles qui interviennent, et le problème de l'automatisation, je crois que c'est le lien aussi entre ces deux auditeurs, c'est que vous avez un contrôle qui est très efficace. Donc on passe d'une bureaucratie inefficace à une bureaucratie beaucoup trop efficace, et c'est tout le rapport à la liberté aussi. C'est la liberté d'entreprendre, la liberté de faire, et je crois que c'est un sujet majeur, c'est-à-dire où on veut placer aussi le curseur de la liberté dans un État qui effectivement est de plus en plus endetté. On comprend qu'on prend l'argent où on en a. Et donc on est de plus en plus tatillon, et on décourage beaucoup de monde, donc on va créer moins de richesses, et donc on va être dans ce cercle vicieux qu'on dénonce tous, et dont on n'arrive pas à s'en sortir. Donc c'est pour ça que la débureaucratisation est véritablement une réforme majeure si on veut que ça fonctionne mieux en France. Oui, c'est-à-dire que ça fait partie effectivement des choses essentielles. Juste un mot, Frédéric Masquelier, comment vous, en tant que maire, vous avez vécu ces 2 ans de Covid, confinement, gestes barrières, gestes essentiels, etc., etc. Je veux dire, comment vous l'avez vécu, encore une fois, sous l'angle de ce dont vous parlez dans votre livre, ça veut dire par rapport à l'administration, autorité régionale de santé, etc. Tout d'abord, on s'est retrouvé un peu dépourvu parce qu'on était en première ligne en tant que maire, et l'État s'est rendu compte qu'il avait besoin des maires, puisque c'est les maires qui ont les moyens de faire. Et de mettre en place, ne fût-ce que les centres de vaccination, de faire contrôler les règles, etc. Donc, on était évidemment au milieu de tout cela. Alors, si je dois en tirer 2-3 enseignements, il y a un aspect où on est un peu moins fier. C'est vrai que, notamment lors du premier confinement, que je distingue du reste, parce qu'on était véritablement dans l'incertitude, mais à faire appliquer notamment les attestations de déplacement, où vous aviez des mamies qui pouvaient être verbalisées parce qu'elles avaient oublié de leur faire leurs attestations pour sortir leur chien. Bon, je ne suis
pas très fiers d'avoir envoyé la police municipale pour faire contrôler les déplacements. Mais ça, c'est pour le premier, le premier confinement. Je pense qu'on peut prendre tous un peu de recul par rapport à l'incertitude qu'il y avait. Et puis après, c'est l'ensemble des protocoles qu'il a fallu faire appliquer. Moi, je me rappelle des discussions avec les enseignants qui me disaient, monsieur le maire, ce fameux protocole de 60 pages pour la rentrée scolaire, on ne peut pas interdire de prendre dans ses bras un enfant de 3 ans. Ou les protocoles sanitaires qui expliquaient à un médecin expérimenté comment est-ce qu'il fallait procéder à une injonction pour du vaccin. Donc, c'est toutes ces règles aussi où vous aviez une administration aussi qui paniquait par rapport au risque. D'ailleurs, on pourrait reparler encore de la judiciarisation derrière tout ça. Oui, bien sûr. Vous avez de nombreuses poursuites qui ont été engagées. Le principe de précaution, oui. Voilà, donc le juge se met en plus au milieu de toute cette histoire. Donc, je le ressens comme l'ensemble de nos concitoyens. Je pense qu'il faut qu'on ait un véritable retour d'expérience sur ce sujet, pas seulement des commissions d'enquête qui ont pu être faites pour monter du doigt, mais pour le coup, il faudrait une véritable réflexion. Je crois que de nombreux philosophes commencent à s'y pencher aussi. Sur cette espèce de folie qui nous a tous emparés à un moment donné. Et puis un peu de sang-froid et un peu de lucidité, quoi. C'est aussi ça. On s'est auto-empêché, on se crée nous-mêmes ses propres... Le modèle de l'attestation, j'y reviens, mais on remplissait des attestations pour dire je peux sortir 5 minutes de chez moi, mais pas plus de 500 mètres. Enfin, c'est un vrai... Ça fait sourire effectivement avec du recul, mais... Non, mais c'est vrai que c'est... Avec un esprit critique. Un esprit critique. Et après, si on doit être juste, parce que j'ai beaucoup évidemment critiqué la bureaucratie, on a aussi des bureaux qui fonctionnent et qui font que vous avez un État qui a continué à fournir aussi des droits. Et c'est ça tout le problème de la bureaucratie aussi, c'est qu'on constate aussi qu'elle est nécessaire dans une société où vous avez 10 milliards d'individus, qu'il faut loger des gens, qu'il faut nourrir des gens, qu'il faut les soigner. Et donc, c'est véritablement arriver à distinguer entre ce qui est nécessaire et ce qui est utile, et puis ce qui est excessif. Et ce qui est excessif et inutile, parce qu'il y a aussi des choses inutiles, mais c'est tout le problème de chacun, du politique, etc. On va en reparler, mais je crois qu'on a un auditeur ou une auditrice. Oui, on remercie Stéphane, et on va à Nice avec Hubert. Bonjour. Ah, et ça a coupé avec Hubert, donc on va prendre Philippe à Cherbourg. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour Masquelier. Alors je vous confirme, moi je suis dans une zone de Normandie où, et c'est à touche pas qu'à la Normandie, les maires ont perdu la main, c'est-à-dire que vous avez donc des communautés de communes. Donc comme disait monsieur Masquelier, je confirme, il n'y a plus de curage de fossés, donc vous avez l'hydraulique qui déborde de partout. Alors ça touche à la fois le particulier, donc vous vous retrouvez avec des maisons les pieds dans l'eau, mais aussi des terres agricoles qui sont plus gérables et plus cultivables. Tout ça parce que vous avez la police de l'environnement ou la police de l'eau, monsieur le maire doit connaître, avec un mariage qui se fait de bon droit, avec une poussée, puisqu'il y a eu des élections, et donc vous avez une grosse poussée écolo, qui a permis à certains maires notamment ou d'autres d'accéder à certains postes. Il y a ça, il y a un point qui me paraît aussi, alors là, je demande à ce que le maire, monsieur Masquelier, confirme. Il me semble qu'il y avait des maires qui avaient donc payé ou qui payaient des agents d'État parce qu'ils ne faisaient pas les 32 heures ou 35 heures par semaine qu'on leur demandait. Est-ce que ça vous parle, ça, André ? Des 32 heures ou des 35 heures, c'est-à-dire quoi? On les payait pour quoi? Pour remplir leur fonction? Ben non, pour faire les heures qu'ils devaient faire, parce qu'ils étaient à moins de 32 heures par semaine. Intéressant. Tiens, on va demander ça. Alors, j'avoue que j'ignorais ça. Je crois qu'il y avait le maire de Poissy qui l'avait fait, je crois d'ailleurs. Eh bien, écoutez, c'est intéressant. Ubu is alive and well and living in France, pour parler anglais. Frédéric Masquelier, est-ce qu'on a ce problème, justement, de décisions non prises et surtout d'actions avec ce regroupement des communes et tout ça? C'est pas votre cas, à vous, à Saint-Raphaël, mais est-ce que ça ne pose pas le problème aussi du pouvoir des maires? Oui, parce qu'on éloigne de plus en plus le pouvoir de décision, et c'est un sujet. Et puis, c'est surtout les normes impersonnelles, parce que ces normes impersonnelles qui sont prises au niveau central enlèvent beaucoup de liberté aux maires. Et ça,
c'est un véritable sujet, d'autant plus que à travers cette logique de normes, on peut voir que c'est aussi l'égalité et son verset négatif, l'égalitarisme qui apparaît. Dans la mesure où vous avez la protection de l'ensemble des minorités et le mouvement wokiste, vous allez voir aussi, je ne vais pas faire le prophète dans ce domaine-là, mais ça commence déjà, va évidemment s'emparer de la bureaucratie pour faire de plus en plus de distinctions de type identitaire et sous-identitaire. Ah ben oui, on en parle souvent, cela, oui. Bah oui, avec des illustrations absurdes. Une nouvelle règle, de nouveaux droits donne une nouvelle administration. Et avec de nouveaux contrôles. Et donc, c'est un système, effectivement, qui ne fonctionne plus que pour lui-même, où le citoyen est quantité négligeable. Et l'égalité devient dans ce cas-là, je l'affirme, l'ennemi de la liberté. C'est vraiment une situation ubuesque à la Jarry. Effectivement, comme vous dites, ce qui compte, c'est à ce moment-là le fonctionnement des fonctionnaires, enfin de certains, et puis le peuple à côté de ça, ben écoutez, c'est une quantité négligeable. Il n'a qu'à se conformer puisque nous sommes le camp du bien et qu'on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Lucien ? Merci beaucoup Philippe. Et on va à Marseille pour recevoir Mohamed. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Bonjour. Alors je salue Monsieur Berkoff et son invité, Monsieur le maire. On vous écoute. Je voulais intervenir sur 2 points. D'abord, sur l'attestation qu'on nous a fait signer, l'auto-attestation, oui. L'auto-attestation, j'ai trouvé ça d'une violence inouïe de s'autoriser à soi de faire une attestation avec un horaire. C'est passé comme ça, facile. Tout le monde a joué le jeu. Hein. Mais c'est d'une violence inouïe. C'est clair. Et la seconde c'est pour les infirmières, le personnel hospitalier, les pompiers, les jardiniers, les cuisiniers. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas que les infirmières. Hein. Il se trouve que la France est un lieu expérimental pour voir jusqu'où le peuple français peut aller sur l'acceptation de laisser... Vous vous souvenez, c'était des héros au début. Hein, bien sûr, on les applaudissait à 20h. Oui, jusqu'où on peut aller dans la soumission. C'est vrai, ce que dit Mohamed, Frédéric Masquelier, il y a eu quand même quelque chose qui était assez énorme. On a parlé effectivement des autorisations de sortie, enfin des auto-autorisations de sortie. Mais il y a eu quelque chose, et je crois que je voudrais terminer l'émission là-dessus. Parce que vous parlez, c'est le sujet de votre livre, de la dictature bureaucratique. Mais on a l'impression que pour le moment, écoutez, ça passe, que, il y a certaines personnes, dont vous, dont d'autres, dont nous, qui s'insurgent, mais que, quand même, ça passe crème, comme dit l'autre, et que ça ne fait pas beaucoup de vagues. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'il faut prendre garde, vous regardez l'Asie, pour prendre un exemple, qui est le continent le plus peuplé. Oui. Vous avez un certain nombre d'États qui sont hyper bureaucratisés, pour cause il n'y a pas d'élection. Vous prenez le contrôle social en Chine, qui est mis en place, je crois, pour près de 700 millions d'individus grâce à des applications. Tout à fait. Vous regardez des villes comme Singapour, qui est une des villes les plus sécurisées au monde. Donc vous avez cette bureaucratie qui produit un certain nombre de résultats, on va dire, mais qui est évidemment très attentatoire aux libertés. Et à partir du moment où on revendique de plus en plus et qu'on souhaite tous, il y a un mouvement vers la fameuse société de loisirs où il ne faut pas travailler, ce qui est une illusion totale, puisque si on ne travaille pas, on ne produit pas de richesse, on va donner tranquillement nos libertés aux mains de ceux qui savent, de ceux qui sont raisonnables, de ceux qui voient pour notre bien. Et il faut y faire très attention parce qu'on voit des prémices de ce contrôle social dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine écologique et environnemental, où on nous impose une sobriété parce qu'on a fait des erreurs dans les années passées en fermant des centrales nucléaires, où on change nos modes de consommation, on les oriente. Et donc là aussi, c'est peut-être moins violent que l'attestation. Mais à terme, on va constater, lorsqu'on va tous se réveiller, qu'on est dans un cadre qui est totalement contraint
Et Absolument. le tout, encore une fois, judiciarisé. Et donc, c'est pour cela que j'ai aussi souhaité faire ce livre. C'est pour une véritable prise de conscience, parce que ce modèle existe déjà. Bien On regarde sur ce qui se passe dans de très nombreux États en Asie. Et encore faut-il, monsieur le maire, qu'on se réveille. Et ce sera, vous y contribuez, et il faudrait que beaucoup y contribuent. Merci. C'était le face-à-face du mardi 21 février avec Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël, pour son livre « La dictature bureaucratique » ou « La bureaucratique » aux éditions Hermann. Tout de suite l'émission de Brigitte Lahaie, à tout de suite sur Sud Radio.